peu terne. C'est vieux, c'est pas très beau. C'est triste, c'est vide, dégradé. C'était une verrue dans le village. Il suffit de regarder les façades des maisons et on se rend compte qu'on avait X boucheries, X épiceries et ainsi de suite. Donc fatalement, tout ça, ça vivait. Fracture territoriale, déprise, logements vides. Nos bourgs ruraux et leurs centres anciens subissent depuis plusieurs décennies des changements considérables. Pour renverser la vapeur, les collectivités s'engagent dans des démarches de revitalisation où il est question de redynamisation commerciale, d'attractivité, de renouvellement du bâti et de l'espace public. Un élan qui déclenche de nombreux dispositifs pour la revitalisation des centres-bourgs et des bourgs-centres. Mais au fond, c'est quoi un bourg-centre ? Je suis Valérie Jousseau, je suis maître de conférence à l'Institut de géographie et d'aménagement de l'Université de Nantes, où je travaille depuis plus de 20 ans sur les espaces ruraux, les bourgs et les petites villes. Il faut savoir si on parle de bourg-centre ou de centre-bourg. Un bourg-centre, c'est une bourgade qui rayonne sur le territoire rural qui l'entoure. Et le rôle des bourgs, c'était des rôles de commerce et d'administration. C'était leur fonction principale. Dans les bourgs vivaient les populations non paysannes des communes ou des territoires. Autrement dit, les bourgs-centres constituaient à l'ère paysanne le point de convergence d'un bassin de vie et d'une société majoritairement agricole. On y commerçait et on administrait le territoire. Avec la concentration des emplois et des flux vers les métropoles, le bourg-centre a progressivement perdu ses prérogatives de centralité. On y réside, mais on n'y fait plus tous ses achats. Lorsque le bourg historique n'est plus une centralité commerçante, ce sont ensuite les services qui peinent à se maintenir. Il serait donc question d'établir un équilibre durable entre bourgs ruraux et métropoles, de s'efforcer de localiser les emplois au plus proche des lieux de vie et de mobiliser les ressources propres à chaque territoire. Mais la convergence vers les métropoles est-elle vraiment la seule responsable ? Aujourd'hui, on parle plutôt des centres-bourgs, de la même façon qu'on parle des centres-villes, c'est-à-dire le noyau central de ces bourgs. Ces bourgs-centres ont été bâtis dans un contexte d'une économie paysanne. En fait, quand on est passé à l'économie industrielle, à la modernité, en fait, elle avait une logique, il fallait que ça soit pratique, propre et fonctionnel. En fait, la modernité, on conçoit un petit peu le monde comme une entreprise. Donc on va construire, ça va être le zonage, il va y avoir des zones résidentielles, donc des lotissements, des zones commerciales, donc des supermarchés, des zones de production, bien sûr, c'est la fonction principale, donc industrielle, voilà, et des zones de loisirs pour se détendre, et tout ça étant relié par la voiture. Et donc ces vieux centres-bourgs qui dataient de l'époque antérieure, n'étaient pas fonctionnels, n'étaient pas pratiques, n'étaient pas propres. Et donc, en fait, on va dire que l'urbanisme moderne va se développer en périphérie. Et donc, les vieux centres vont être pratiquement abandonnés. Donc, voilà le problème de la dévitalisation de ces vieux centres. À l'époque, déjà, c'était latent. La pharmacie venait de quitter le centre-bourg, le centre du centre-bourg. D'autres ont suivi, le tabac a fermé. L'opticien m'a dit qu'il allait migrer vers l'extérieur aussi. Bon, en fait, tout le centre, tous les commerces du centre étaient en train de partir parce où ils ne trouvaient pas de repreneur. La boucherie vient de fermer il n'y a pas longtemps. Où ils ne trouvaient pas de repreneur ou alors ils ne voyaient pas l'intérêt de rester au centre. Donc il y a ça. Puis il y a aussi les logements insalubres et indignes, on va les qualifier comme ça, du centre. Je ne voyais pas comment m'en sortir tout seul. Mais l'étude globale nous permettait d'avoir une vue d'ensemble des atouts de Vézelise aussi, parce qu'il n'y a pas que la dévitalisation, il y a au Vézelise aussi des atouts. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a lancé l'étude Centre-Bourg. C'est parce qu'on était optimiste sur la suite à donner. S'engager dans une démarche de revitalisation est un processus nécessairement long. Mais par où commencer ? Comme à Vézelise, la commune de Fouques s'est engagée dans une démarche de revitalisation de son centre-bourg à partir de 2018. Alors une étude, oui, mais quels en sont les objectifs ? Pour le comprendre, on s'est rendu à Montreuil, dans les locaux d'un bureau d'études en urbanisme militant pour une approche humaine de la ville. Ville ouverte a travaillé pendant 1 an sur le bourg de Fougues.
Là-bas, on nous a expliqué que faire appel à des spécialistes de la ville, c'est d'abord prendre du recul et se projeter au-delà du quotidien. Quand on est élu encore plus dans des petites communes comme ça, ou comme assez peu d'ingénierie, etc., on a des problématiques à gérer au quotidien. Il y a tous les jours un problème à régler. Les équipes sont assez focalisées sur des objectifs de court terme qui leur prennent déjà beaucoup d'énergie. Et donc, il faut pouvoir, à un moment donné, se dire, prendre le temps et éventuellement se faire accompagner pour se dire, OK, comment est-ce qu'on se projette sur du plus long terme et comment ces actions-là, qui sont très importantes pour nous, s'inscrivent dans une stratégie générale. Ce qu'on a essayé de faire avec l'EPF et qui était, je pense, aussi une attente des élus, mais qui n'avaient pas forcément l'énergie pour s'y consacrer au quotidien, c'est de se dire, OK, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'histoire de Fougue, voilà d'où on vient, voilà justement les phénomènes auxquels on est confronté, que ce soit sur la question du commerce, des évolutions socio-démographiques, de l'économie, etc., de rebalayer toutes ces cartes-là, de se dire, voilà, quelles sont aujourd'hui, quelle est notre situation actuelle, quels sont les points qu'on aimerait résoudre ou les problématiques qu'on rencontre auxquelles on a envie de s'attaquer, et quelles sont les ressources sur lesquelles on peut compter pour mener ces projets. Et du coup, ça ne se limitait pas juste à la question d'opération immobilière, mais c'était comment est-ce qu'on se projette dans une stratégie à horizon 10 ans, 15 ans pour notre commune, à la fois en termes d'économie, d'attractivité résidentielle, de services pour la population, de commerce, etc. La collectivité, c'est pas qu'elle se repose sur nous, mais elle se dit on va prendre le temps là, un peu, de réfléchir, de comprendre notre territoire et surtout, on va prendre le temps de le comprendre à travers les yeux d'autres personnes qui ne sont pas du territoire. Ça permet de prendre du recul. Parce que la méthodologie qui est celle d'une immersion de plusieurs jours consécutifs où on reste 3 jours, 3 nuits sur le territoire à comprendre son fonctionnement, aller à la rencontre des habitants, organiser des rencontres avec des partenaires, avec des commerçants, avoir des temps d'échange privilégiés avec les élus. Ce type d'étude, en tout cas, ce moment-là du début des 3 jours, c'est presque mettre la ville sur le divan, quoi. C'est-à-dire que on entend tout et son contraire. On entend des habitants dans leur magnifique contradiction, quoi. Et c'est intéressant de les mettre aussi face à ces contradictions et puis de les révéler au grand public et chacun se reconnaît en fait dans ce qu'on raconte parce que la manière dont on en fait cette matière qui en ressort, cette synthèse, elle vient pas de nulle part. On n'est évidemment pas psychanalyste, mais en tout cas on essaie de comprendre les symptômes. Voilà. Donc en ce sens, on a fait un tout petit peu de psychanalyse. Je vous assure que quand on a les retours du cabinet d'études et de l'EPFL, on est très surpris, puisque vous êtes dans votre commune depuis des années et des années, vous avez une certaine idée de votre commune, et finalement quand vous avez un œil extérieur qui arrive, ouf, ça percute là, et ça nous donne l'impression de quelque chose qu'on découvre, quoi, en fait. C'est pas non plus une espèce de coaching ultra positif, quoi. C'est-à-dire que comme on avait ce regard décalé et neuf, on a vu ce que ne voyaient plus les Faouins. On a vu la valeur du territoire, le territoire ressource, le grand paysage, la présence de l'eau, la richesse des terres, la structure équipée de ce territoire, la trame urbaine qui, même si elle était contraignante dans le pays, était éminemment riche d'un point de vue patrimonial à quelques endroits. Mais on a pu aussi présenter différemment ce territoire sous un angle positif sans pour autant négliger les difficultés du quotidien parce qu'on les a vues. On a vraiment une rue qui s'appelle la rue François Mitterrand qui est vraiment très étroite, chargée, et beaucoup de maisons qui sont délabrées et qui ont besoin d'être rénovées, de revoir un petit peu ce centre-bourg pour qu'il ait un peu plus d'éclat, je vais dire. Pour la collectivité, on l'entend comme une urgence à faire en sorte qu'on renverse cette image. Donc parmi les solutions, c'est en effet démolir ces fameuses ruines du tout début de la rue François Mitterrand. Et puis, dans le même temps, il y avait aussi cette idée, il faut que Fougue continue à attirer, donc il faut construire du logement. On a mis en parallèle cette urgence pour la collectivité de redorer son blason et de faire en sorte que Fougue attire mieux et autrement. Et on s'est dit, mais en fait, on s'en rend compte tout de suite au début de l'année marche et il y a urgence à attendre. Urgence à attendre qu'on partage avec la collectivité ce qu'on comprend de ce territoire, qu'on partage son fonctionnement, la manière dont s'articulent les différentes portions qui forment le tout faouin, et ensuite de voir quels sont les endroits
où le logement mériterait d'être construit pour conforter tel ou tel point majeur de ce territoire flamand. Il y avait aussi cette envie et ambition pour la collectivité, comme pour toute collectivité, d'attirer de nouvelles populations. Mais dans le même temps, il faut faire en sorte que ces dynamiques constructives soient mises au service d'un projet de l'ensemble. En fait, le fait de mettre en place une telle étude et une telle démarche, ça génère aussi, entre guillemets, un prétexte pour mettre autour de la table et faire se rencontrer des personnes qui ne se voient pas en même temps, tout ensemble, autrement. Et puis c'est aussi l'occasion de générer des temps de débat et de rencontres entre les habitants, entre élus et habitants, entre élus et associations, pour aussi partager des envies collectives sur le bourg qui vont au-delà du projet urbain simplement, qui sont de l'ordre de comment est-ce qu'on a envie de vivre ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de porter et qu'est-ce qu'on a envie de voir évoluer dans notre ville. Thierry Malézieux, maire de l'Antenne-Vertière, dans le département du Doubs, à 20 km environ de Besançon. Notre projet sur notre commune était la réhabilitation d'un ancien presbytère qui a été à l'abandon pendant plus d'une vingtaine d'années. Depuis des années, ce bâtiment était en déshérence en plein cœur du village. Quand nous, on a dit on prend la décision de le faire, de restaurer, je pense qu'on a vraiment eu de la part de l'ensemble de nos concitoyens une approbation. Ils étaient demandeurs de ça. En 2008, quand l'équipe a été élue, on nous a demandé un espace pour faire une bibliothèque. Donc on a donné un petit local au-dessus de la mairie. J'ai deux jeunes femmes qui sont venues nous trouver en disant on cherche un local pour monter une maison d'assistante maternelle. On leur a donné la salle du conseil, le bureau du maire et puis un espace pour qu'elles puissent commencer ce projet-là. Et on avait aussi surtout une demande de logement. Donc on a pu construire ce projet-là grâce aux demandes existantes. Donc c'est venu naturellement en fait. La maison d'assistante maternelle est arrivée au rez-de-chaussée du bâtiment. La bibliothèque a été transférée à l'étage. Et cette salle-là dans laquelle nous sommes, c'est une salle plurifonctionnelle. On fait les conseils municipaux, mais les associations viennent aussi faire leurs assemblées générales. On voulait vraiment que ce bâtiment-là vive. Et il vit aujourd'hui grâce à plusieurs fonctions. La bibliothèque, c'est 2-3 fois par semaine. Les écoles viennent dans cette bibliothèque pour faire lire ou se faire raconter des histoires, puisque c'est des maternelles qui sont sur notre village. La salle là est utilisée aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de vivant. Et moi, j'ai des personnes qui louent des logements, qui font de temps en temps des gâteaux ou qui viennent accompagner la maison d'assistante maternelle. Donc voilà, il y a vraiment des échanges qui se créent à ce niveau-là. On s'est fait accompagner par le CAUE du Doubs à l'époque pour fixer nos idées, parce que c'est vrai qu'en tant qu'élu, on n'a pas forcément l'habitude de monter de tels projets. Et la mixité qui a été retenue pour la rénovation de ce bâtiment a été élaborée avec le CAUE. Cette mixité permet au bâtiment de vivre en continu tout au long de la semaine, au rythme des gardes d'enfants, des consultations littéraires, des réunions d'associations, des célébrations de mariage ou des ateliers de jardinage. Les usages se mêlent en créant de l'interaction en plein cœur du village. Alors pourquoi avoir implanté ce projet-là? Parce que déjà, il existait, c'était un bâtiment qui existait, qui faisait partie de la mémoire des habitants de la commune. C'était surtout sur l'organisation, dans le cadre de cette démarche, d'éviter d'aller manger de la terre agricole. On est dans un milieu rural et on voulait conserver, tant que faire se peut, nos terres agricoles. Aujourd'hui, sur notre territoire, dans notre commune, il y a une vingtaine de maisons qui sont vides ou sous-occupées. C'est ce qu'on a inscrit dans notre PLU. Et dans le cadre de la réflexion de notre PLU, on s'est dit on va montrer l'exemple. Ce projet, proprement dit, était aussi à titre d'exemplarité, de montrer aux gens qu'avec un vieux bâtiment, on pouvait faire de belles choses dedans et que ça vive. Le patrimoine est un support en fait, un support pour tellement de choses, parce que c'est un vrai ancrage. C'est une valeur sûre, c'est rassurant, et c'est donc un véhicule pour permettre à un territoire de se reconstruire avec des repères. Depuis 2009, Sylvanie O'Haraud porte la réhabilitation et la reconversion de l'église Saint-Louis
à Tourcoing. Le projet a la particularité de mêler culture et artisanat au sein de l'ancienne église. Y ont trouvé une place, une entreprise de charpente, un café associatif, une chambre d'hôte et des salles à louer pour tout type d'événements, de la soirée dansante au cours de yoga. En fait, ça ne peut fonctionner qu'avec son environnement. Sinon, c'est faire une énorme boîte vide, alors que c'était déjà le cas, et c'est pour ça que ça est arrivé là. De recréer un cœur de village, de ramener de la vie, de créer du lien, et tout ça à travers le support d'un patrimoine, d'un héritage qui est là, qui est souvent des études et qui a besoin de se réinventer. Donc oui, au contraire, pour moi, c'est le levier qu'on a sur tout notre territoire. Voilà, ce patrimoine. Ce lien à l'autre, cette recherche de l'échange, dépasse l'échelle architecturale et interroge aussi notre rapport à l'espace public. Si un bâtiment peut devenir un lieu de rencontre, qu'en est-il des places de village et des rues de nos centres anciens ? On est en train de terminer l'aménagement de la place du village. C'est la place de la Fontaine. Cette fontaine a été détruite dans les années 50 quand les réseaux d'eau ont été mis en place. Et aujourd'hui, on est en train de recréer cet espace-là pour un lieu de rencontre. Donc on a permis que les gens puissent s'asseoir sur des bancs. Enfin, voilà, c'est vraiment l'esprit aujourd'hui de rendre vivant notre centre-bourg. On est en train de quitter un peu cet imaginaire de la modernité avec ce développement périphérique. Et donc aujourd'hui, on est dans une reconquête des centres anciens. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va réintégrer de la beauté dans notre vision résidentielle, comment on va réintroduire de la convivialité, c'est-à-dire du vivre ensemble, et aussi comment on va réintégrer notre histoire, comment on va se réapproprier cet héritage ancien de façon contemporaine. C'est là toute la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est pas tant la nécessité de coller à l'image d'Épinal d'une place de village devant la mairie à proximité de l'église, mais c'est simplement avoir un espace à la fois de respiration et de convivialité qui n'existe pas à Fougues et qui était attendu. Dans le centre historique, on est vraiment sur une structure médiévale, avec des rues étroites, avec des bâtiments très tassés, très denses, et que c'est assez peu compatible avec le fait d'avoir à la fois de la circulation en double sens, des conditions confortables pour les piétons, du stationnement. Enfin, on peut pas tout avoir en fait. Et donc tout l'enjeu aussi, c'était de se dire à un moment donné, il va falloir faire des choix. Donc évidemment, il y a une des priorités qui est de se donner de l'air, de pouvoir un peu plus respirer dans ce centre-bourg, de pouvoir remettre un peu de végétation aussi, parce qu'en fait, on est très minéral et qu'on a une rue François Mitterrand aussi où c'est bâti tout le long. La logique d'ensemble était bien celle d'un lieu de rencontre, d'un cœur de pays qui aujourd'hui est mal identifié et qui pourrait l'être demain à la faveur de ce type d'aménagement. Nous, on a plutôt défendu cette idée d'un maintien de la navigation commerciale dans le pays, dans le cœur du pays, et la manière de le régénérer, c'est de travailler sur l'espace public, de donner davantage d'espace aux piétons, y accéder plus facilement à pied, en vélo, s'y garer plus facilement parce qu'on a un meilleur accès au parking de l'église. En aménageant des conditions confortables pour accéder à ces commerces, on améliore aussi leur chiffre d'affaires, on favorise un certain développement et pourquoi pas on permet le développement de nouveaux commerces. Donc il y avait vraiment la nécessité de cristalliser un peu ce cœur, le cœur du réacteur de la reconquête de Fougues à cet endroit-là, entre la halle, la mairie et potentiellement et les commerces existants, et aménager potentiellement les conditions pour un redéploiement de l'offre animée, commerciale, associative ou autre, mais animée, quel que soit ce qu'on met derrière l'animation. Pour favoriser le vivre ensemble et l'animation locale, il s'agit donc de ménager des lieux de convivialité et de rencontre. Mais comment s'assurer que ces intentions de projet sont en adéquation avec les attentes des habitants ? On a eu une démarche où il y a eu beaucoup de temps de concertation avec les habitants. C'est quand même la concertation, c'était pas juste pour le plaisir de concerter, c'était aussi pour construire des orientations qui répondent à des préoccupations des Famois et qui soient en phase avec ce que eux espèrent pour leur commune. À Vézelis comme à Fougues, l'étude de revitalisation a donné lieu à des moments d'échange avec les habitants. La commune a quant à elle été accompagnée par le bureau d'études en urbanisme Urbican. Cette idée que les Vézelisiens ne participent pas a été démentie tout au long de l'étude Centre-Bourg et puis elle a encore été démentie après avec la mise en place du marché sous les halles. Le premier temps fort qui implique tout le monde, y compris les habitants, c'est ces fameux 3 jours d'immersion.
à la fois le point de départ, le socle même de la concertation, et c'est le moment où on a pu toucher un maximum de personnes. Et c'était aussi important pour nous de faire ça au début de la mission parce que ça permet vraiment de s'immerger dans le quotidien des habitants de la ville. Et c'est aussi un moment où on multiplie les manières d'aller à la rencontre des habitants, des élus et des partenaires. Donc on a aussi bien fait des temps un peu formels d'ateliers où on a invité les commerçants et les associations à venir autour d'une table à la mairie, mais aussi des permanences à la bibliothèque, des moments où on s'est promené à la sortie des écoles, à la sortie de l'usine pour aller faire du micro-trottoir avec les habitants, et où on a expérimenté nous-mêmes ce que c'est que d'habiter à Foug. Par la suite, au fil de l'étude, les habitants ont toujours été associés, mobilisés. À chaque moment clé de l'étude, il y avait toujours des temps de rencontre partenariaux et des temps de rencontre avec les habitants. La concertation, lorsqu'elle est bien menée, permet donc de construire un projet sur la base des envies habitantes. Une sorte de recensement des envies locales. C'est aussi une manière d'enrichir et de réadapter le projet en permanence pour tomber au plus juste. On s'est dit, on aura à la fois un temps en salle qui présente ces secteurs opérationnels, mais on aura aussi un temps in situ. Donc il y avait 3 endroits en particulier qui pour nous étaient essentiels pour la revitalisation du centre-bourg, et on est allé avec 2 groupes d'habitants à ces différents endroits en présentant in situ les propositions et en échangeant à bâton rompu avec ceux qui étaient présents pour avoir un retour sur nos propositions et éventuellement eux nous faire part des contre-propositions ou de la manière dont ils pourraient appuyer telle proposition faite. Mais comment passer de la prise en compte des besoins au projet ? Et comment s'assurer de sa vie à long terme ? Le bureau d'études nous a écouté l'ensemble des partenaires et a proposé, à l'issue, donc au mois d'octobre 2018, a proposé un plan d'action, donc qui se compose de 13 actions, en fait. Bon, actions à dérouler dans un temps plus ou moins immédiat ou plus ou moins lointain. Donc il y a des actions qu'on a décidé de mettre en œuvre très rapidement. C'est l'opération Flash Volet Repas, qui a effectivement, à plusieurs deux réunions publiques, ont rassemblé les personnes qui pouvaient être intéressées. Il y a quelques habitants de Vézelise qui ont suivi le mouvement. Au-delà de ce type d'action participative, certains professionnels de l'architecture et de la ville décident d'exercer leur métier de manière collaborative. Donc, le collectif ETC, c'est une association qui travaille à ouvrir le projet d'architecture. Donc comment est-ce qu'on peut inclure des personnes, le plus souvent les usagers des endroits dans lesquels on va travailler, à la fois dans la conception et dans la réalisation d'un aménagement qui peut aller du mobilier jusqu'à une micro-architecture. Alors le projet Abrier, c'est un projet d'aménagement paysager entre des communes qui sont trois communes qui sont réunies sous une même commune depuis peu et qui se sont posées la question des espaces interstitiels entre leurs communes. Et qui ont voulu que la population soit inclue dans la réflexion autour de ces espaces interstitiels. Et donc nous, notre méthode, c'est de décloisonner les disciplines, décloisonner les manières de faire. Donc là où une commune fait un marché pour commander des tables de pique-nique sur catalogue produites on ne sait pas où, avec je ne sais pas quel matériau, on est dans une démarche presque inverse en fait, où on arrive sans savoir ce qu'on va faire, sans savoir où on va le faire. On réunit un collectif d'habitants qu'on mobilise et on leur dit maintenant il va falloir se mettre au travail. Et notre rôle en tant qu'architecte n'est pas de dessiner un projet et de le faire faire par une entreprise. Mais notre rôle est d'encadrer des personnes, de les autonomiser dans ce travail de dessin d'abord et après ensuite de chantier et de réalisation de ces aménagements. À Foug, ce sont les anciens sentiers viticoles qui ont fait l'objet d'une réflexion et ont mené à un chantier participatif avec le conseil municipal des jeunes. Pour les rendre visibles, on a décidé de mettre en valeur leurs entrées, dont l'une est marquée par un abribus. J'ai des filles qui pratiquaient ces chemins quand elles allaient à l'école, quand elles allaient au collège, quotidiennement. Elles montaient, elles redescendaient par là, quoi. C'était leur quotidien. Et il y a des jeunes de mon quartier qui me disent « mais je ne savais pas qu'il y avait des chemins, je ne savais pas ». Donc on travaille avec la génération d'après. Et je pense aussi que ce qu'on a fait aujourd'hui sur l'abribus, les peintures, les Faouins vont le voir et ça va parler automatiquement.
Faire avec serait donc l'un des facteurs de réussite d'un projet. Une démarche qui prend d'autant plus de sens dans le cadre de la revitalisation d'un bourg. Pour susciter l'envie de collectif, mais aussi faire la démonstration de la capacité d'action des habitants sur leur cadre de vie. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là qu'on a découvert des habitants qui déjà s'étaient organisés pour aménager la ruelle devant chez eux. C'est dans ces moments-là aussi qu'on a été mis en contact, ou qu'un habitant d'un village voisin est venu et nous a dit être intéressé par cette démarche de projet. En tout cas, il avait un local pour une ressourcerie dans un village voisin, il cherche un autre lieu. Et nous, ça tombait bien, puisqu'à Foug, on avait un lieu, la fameuse halle, qui servait de lieu de stockage pour les services techniques de la ville, qui aurait pu être réinvesti par cette association, puisqu'il cherchait lui-même un lieu pour développer son activité. Dans cette halle, Ville Ouverte imagine un lieu hybride et convivial. Un lieu commun qui pourrait mêler café associatif, distribution de légumes locaux, espace de travail partagé, ressourcerie, ou encore maison des jeunes ou atelier de réparation collaboratif. En somme, un tiers-lieu qui émerge des envies des habitants. On sait que sur ces échelles de communes, il n'y a pas des moyens qui sont démesurés pour mettre en place du projet, mais que plein de petites initiatives individuelles, associatives, etc. peuvent vraiment contribuer à améliorer l'ordinaire du tout au tout, ou au moins à générer une forme d'animation et de sentiment d'être bien dans la commune. Ça dépend quel projet de société on veut mettre en œuvre, mais si on veut qu'une société soit autonome, inclusive, solidaire, horizontale, pour nous ça fait beaucoup de sens de mettre en avant une manière de faire la ville où c'est pas quelque chose de vertical, hiérarchique, mais c'est quelque chose qui peut aussi venir du bas et être fait par les gens qui sont directement concernés par cette transformation. C'est donc bien de projets de société qu'il s'agit. Quel choix de vie? Quelles ambitions communes se donne-t-on dans notre rapport au territoire? Comment imagine-t-on notre bourg du futur? Le bourg idéal pour moi, c'est le bourg où les gens se connaissent, échangent, se retrouvent dans des lieux divers et variés. Il ne faudrait pas que la ville soit complètement dortoir, de manière à ce qu'il y ait quand même un attachement des gens à ce qui s'y passe, et non pas des gens qui font que de partir le matin et revenir le soir. Le bourg idéal, pour moi, c'est un endroit où on pourrait retrouver de la mixité, mais vraiment de la mixité au sens large. Il y a une préoccupation de long terme que j'ai et qu'on a sur la question des mobilités quand même dans ces centres-bourgs, et de comment est-ce que à long terme on arrive à avoir des mobilités décarbonées pour accéder à des services plutôt d'échelle plus intercommunale ou métropolitaine et qu'on n'aura pas forcément sur place. Le bourg idéal offre donc non seulement la possibilité d'accéder facilement aux métropoles, mais aussi aux services en son sein. C'est avant tout un bourg bien vivant. Un bourg dans lequel on pourrait y trouver tous les commerces de proximité que l'on peut attendre. Peut-être un café qui fasse un relais, un tabac presse, enfin un point qui sert aussi de lieu de rencontre, quelque chose qui soit ouvert. Du commerce, de l'associatif, du service, c'est l'épicier qui va se fournir auprès de l'agriculteur bio du coin. Et c'est aussi en fait le commerçant qui s'équipe pour que les habitants puissent retirer de l'argent chez lui. Dans le cadre d'un renouvellement urbain aussi, c'est de se dire on peut profiter de l'intensité, de la proximité des commerces, des écoles, le collège, le médecin, etc., la bibliothèque. Mais en même temps, si je peux avoir un petit bout de jardin, ça doit participer aussi à cette reconfiguration de l'offre bâtie et de l'offre en logement à l'échelle du pays. Dans les centres anciens, cela passera par la démolition de certains bâtiments, pour mieux valoriser les autres, dédensifier, pour offrir plus de lumière et des espaces extérieurs aux logements existants, sous forme de terrasses ou de jardins. Cela peut aussi passer par l'invention de nouvelles formes de logement, par exemple en transformant des appartements superposés en 2 duplex. Ou encore en imaginant des formes d'habitat partagé, qui peuvent aussi répondre à des enjeux de vieillissement de la population.
un bourg agréable en ce qui concerne les façades que l'on va côtoyer avec de la couleur, avec de la verdure, avec de la vie, des gens. C'est un village dans lequel on pourrait y aller en laissant la voiture à l'extérieur, pouvoir s'y rendre à pied. Des rencontres, des lieux de rencontre où on peut s'asseoir et puis discuter. Ce qui compte aussi, c'est la valeur environnementale. Enfin, on a, à Fouques ou ailleurs, on a aussi ce cadre de vie exceptionnel. Et il faut que dans son quotidien, on puisse avoir accès à ce cadre de vie. Il y a des beaux endroits qu'on ne voit pas ou qui sont comme ces chemins ou qui sont cachés. Et ça, moi, ça me ferait rêver. Pour moi, le bourg idéal, c'est finalement... il est là, quoi. Il existe en fait, le bourg idéal. Il faut juste mieux articuler les conditions et les éléments de ce système, mieux les articuler pour révéler ce qui en fait est déjà là. Et qu'on commence déjà sans doute à sentir les limites du fait métropolitain et de ce que c'est que de vivre dans des grandes métropoles. Donc en fait, les centres-bourgs auront pas mal de cartes à jouer là-dessus.